S'adapter rapidement et efficacement à notre nouvelle réalité nous permettra certainement de vivre plus sereinement cette transition obligée. C'est en ce sens que les services aux entreprises du Cégep de Trois-Rivières, en partenariat avec la firme d'avocats Laverie, vous offre une série de 3 capsules touchant aux aspects légaux à considérer en ce contexte de la crise de la COVID-19. Maître Myriam Lavallée est partenaire stratégique de nombreux gestionnaires dans des dossiers impliquant les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, en tenant compte de la réalité et des objectifs d'affaires de chaque entreprise, elle les conseille, les représente et agit à titre de porte-parole patronale pour la négociation de conventions collectives. Les entreprises font face à une nouvelle réalité due à la propagation du coronavirus et aux mesures prises par les autorités gouvernementales. Les enjeux sont majeurs et les questions nombreuses. L'employeur peut-il refuser qu'un employé exécute sa prestation de travail? Doit-il le rémunérer? Que faire si un employé refuse de se rendre au travail par crainte de la contagion? C'est à ces questions et à plusieurs autres que répondra la conférencière. Bonjour. Donc, effectivement, au cours des dernières semaines, vous avez vécu l'avènement de la crise et l'ensemble des changements qui se sont imposés dans vos vies personnelles, mais également dans vos entreprises. Et évidemment, dans ce contexte-là, les employeurs doivent prendre des mesures préventives, effectivement, pour limiter la contagion, mais également assurer la continuité de leurs affaires. Ce qu'on constate depuis quelques semaines, c'est qu'il est extrêmement important de suivre au quotidien les développements afin d'obtenir de l'information juste et adéquate auprès des autorités compétentes, mais également de tenir compte de cette information qui change continuellement pour prendre les bons moyens, prendre des décisions appropriées pour la gestion des activités des entreprises. Donc, l'objectif en ce moment, effectivement, est de limiter la propagation du virus, mais vous devez vous assurer, souvent comme gestionnaire d'entreprise, que vous pouvez continuer d'opérer adéquatement et également le faire de façon responsable pour vos employés, mais également pour la collectivité. Donc, on compte sur les efforts de chacun, mais ces efforts-là ne viennent pas sans conséquences. Nous allons voir donc aujourd'hui de façon plus particulière les principes donc de base en matière de santé et sécurité du travail. Vous le constaterez, ce sont quand même des principes reconnus, donc qui ne changent pas dans le contexte de la COVID-19, mais il est important de se rappeler les principaux éléments sur lesquels vos décisions doivent s'appuyer au niveau de vos opérations, de la gestion de vos ressources humaines. Nous verrons ensuite les changements aux opérations donc, qui ont cours durant cette période, donc la réorganisation du travail, parfois volontaire, parfois obligée, la restructuration et les cas où il y a diminution ou cessation complète des activités de l'entreprise. Enfin, nous aborderons le sujet des mesures d'aide gouvernementale pour que vous ayez un aperçu de ce qui est offert par les gouvernements provinciaux et fédéraux. Au cours des dernières semaines, évidemment, notre quotidien a changé grandement. Donc, le 13 mars dernier, le gouvernement du Québec a déclaré l'état d'urgence sanitaire au Québec, état d'urgence qui a été renouvelé en fait à maintes reprises depuis le 13 mars dernier. Et entre le 13 mars et ce jour, évidemment, de multiples mesures supplémentaires se sont ajoutées. Donc, on a fermé les établissements d'enseignement, on a fermé les services de garde pour les enfants. On a émis différentes ordonnances pour suspendre certaines activités. On a modifié unilatéralement certaines conditions de travail, notamment auprès des employés de l'État. Et effectivement, je vous dirais qu'une des mesures les plus importantes qui a été adoptée, au-delà de tout ce qui est distanciation sociale et interdiction de rassemblement, c'est évidemment tout ce qui est venu suspendre, tout ce qui a donné lieu finalement à la suspension des activités non prioritaires. Depuis également, on a limité la circulation, donc l'accès à certaines régions. Et finalement, ce qu'on constate, c'est que plus le temps avance, plus des mesures s'imposent. Et ces mesures-là sont appelées évidemment à fluctuer de nouveau. Donc, quand on pense au fait que certaines régions ou certaines particularités pourraient être encore plus contraignantes dans certains milieux, mais on peut aussi envisager le moment où il y aura des confinements et où certaines mesures seront allégées graduellement. Donc, ce sont des éléments qui sont à suivre au cours des prochains jours, au cours des prochaines semaines pour évidemment déterminer de quelle façon vous orienterez votre prise de décision.
Je vous ai fait état des mesures principalement provinciales qui ont été adoptées, mais évidemment, en parallèle, le gouvernement fédéral a adopté une foule de mesures dont je ne ferai pas état, mais vous les suivez de toute façon quotidiennement, comme nous le faisons tous, pour pouvoir nous orienter. Dernièrement, en fait, vous avez vu au cours des dernières semaines que les nouveaux cas confirmés de personnes qui ont été atteintes à la COVID-19 ont augmenté de façon fulgurante. Évidemment, nous nous attendons à voir encore des cas pendant un certain temps. L'avenir, donc, nous ne pouvons le déterminer, ce n'est pas, on n'a pas personne de boule de cristal, mais ultimement, on peut quand même voir la progression. Puis on sait que ça va avoir encore des opérations, des conséquences dans nos entreprises, notamment sur les opérations dans certains secteurs, puisque nos employés pourraient être appelés à subvenir aux besoins de proches, pourraient eux-mêmes être malades et devoir s'absenter du travail. Donc, évidemment, il faut envisager, mettre en place des plans d'action et déterminer de quelle façon on agira pour pouvoir poursuivre nos activités en bonne et due forme. Donc, au niveau des principes de base, je vous mentionnais précédemment qu'en santé et sécurité du travail, malgré la pandémie, les principes de base applicables demeurent. Donc, d'abord, la plus grande obligation de l'employeur à cet égard-là, c'est de prendre les mesures nécessaires afin de protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique de ses employés. J'ajouterais également que les obligations sont les mêmes pour tout ce qui est santé d'ordre psychologique. Les employés sont tenus en fait aux mêmes responsabilités que les employeurs à cet égard-là, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre eux-mêmes les mesures afin de protéger leur propre santé, mais également celle des personnes qu'ils côtoient dans le cadre de leur milieu de travail. Ces principes-là sont vraiment à la base de toutes les normes, je vous dirais, que l'on peut retrouver en matière de santé et sécurité du travail, que ce soit à travers les contrats de travail, les conventions collectives, les lois d'ordre public applicables, les chartes également. Donc, c'est vraiment les principes qui sous-tendent l'ensemble des mesures ou des obligations et droits que l'on retrouve en matière de santé et sécurité du travail. Les mesures applicables maintenant pour pouvoir parvenir à répondre à ces obligations-là, en fait, je vous le soulève principalement du côté employeur. Évidemment, ce sont des mesures qui vont varier selon les circonstances qui sont propres à chaque cas. Donc, on n'a pas les mêmes moyens financiers, les mêmes ressources humaines d'une entreprise à l'autre. Puis, en même temps, les risques ne sont pas les mêmes non plus dans un secteur d'activité versus un autre, ou même parfois entre une certaine période et une autre dans une même entreprise. Donc, quand on évalue les mesures qui doivent être prises par une entreprise pour assurer la santé et sécurité de ses travailleurs, on évalue la situation en tenant compte des particularités de l'entreprise, du contexte et du moment, évidemment, dans lequel on fait cette évaluation-là. À l'heure actuelle, donc, si je me permets d'aborder certains points qui sont vraiment plus particuliers au contexte de la crise que nous vivons. Donc, un des éléments qui revient plus particulièrement ces temps-ci, c'est la question de savoir est-ce qu'il est opportun d'adopter des directives ou des politiques afférentes à certaines mesures que l'employeur entend prendre dans le cadre de la gestion de la contagion, si on veut, ou de la prévention. Je vous dirais que l'adoption de politiques d'orientation pour les employés, ce n'est pas une obligation à proprement parler, du moins quand je l'aborde sous l'angle de l'obligation d'avoir une politique afférente à la COVID-19. Ceci dit, c'est une pratique qui est très prudente, préventive, et ça fait partie des saines, je vous dirais, saines décisions d'affaires de le faire pour plusieurs raisons. D'abord, d'adopter une politique qui traite des mesures particulières qu'on entreprendre dans le cadre de la crise. Ça permet évidemment d'informer les employés donc de la situation, mais aussi de les encourager à eux-mêmes faire des efforts pour limiter les risques pour leur santé et celle de leurs collègues. Donc, ce qu'on souhaite, c'est les amener à contribuer eux aussi au maintien d'un milieu de travail qui est sain et exempt de risque de contamination. Donc, par le biais d'une politique qui est plus formelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que l'employeur va communiquer avec ses employés différents éléments. Donc, d'abord, le fait que l'employeur désire suivre les directives gouvernementales. Donc, le fait d'énoncer que l'employeur se tient informé et qu'il entend suivre les directives gouvernementales ou les directives de la santé publique, ça a pour effet d'abord de rassurer les employés
Et je dis d'abord, mais c'est quand même un élément important parce qu'on veut que les employés qui sont sujets à poursuivre leurs activités et parfois même sur les lieux habituels du travail n'aient pas la crainte de venir travailler si l'employeur prend les mesures requises pour limiter les risques. On va aussi s'assurer à l'intérieur de la politique que l'employeur va faire connaître aux employés ses orientations et ses directives, c'est-à-dire à quoi s'attend-il de la part de ses employés pour justement limiter les risques dans l'entreprise. Et là, à cet égard-là, évidemment, selon le contexte dans lequel on se retrouve, ce qui est mis en place peut varier considérablement. À la base, évidemment, les employeurs vont encourager et rappeler les bonnes pratiques sanitaires pour limiter les risques de propagation. Donc, on parle de se laver les mains, évidemment, de jeter nos mouchoirs, mais il y a plusieurs mesures qui peuvent être mises en place, mais on va aussi rappeler aux employés qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes comme employeurs pour justement limiter les risques. Donc, ça peut être d'ajouter évidemment des poubelles, d'ajouter des mouchoirs jetables, ça peut être d'avoir des points d'eau supplémentaires, du désinfectant placé ça et là. Donc, il y a plusieurs mesures qui peuvent être mises en place et annoncées dans le cadre de la politique. On va aussi donc, établir les autres mesures qu'on prend. Donc, ce qu'on va retrouver, par exemple, ce sera le fait que l'employeur va demander aux employés d'annuler toutes les rencontres qui ne sont pas nécessaires, de limiter, voire de ne pas participer du tout à des rencontres en personne, sauf sur autorisation. Ça peut être aussi de limiter la participation à tout événement qui n'est pas essentiel. Ça sera, par exemple, des restrictions de voyage, que ce soit à l'étranger ou même à l'intérieur en fait, j'allais dire non seulement du Canada, mais même à l'intérieur des différentes régions. Il y a des employeurs aussi qui ont plusieurs entreprises ou plusieurs établissements qui vont même refuser que les employés circulent d'un établissement à l'autre, justement pour limiter les risques. On va aussi prévoir dans cette politique-là habituellement quelles seront nos modalités applicables en cas de je dirais, de confinement ou d'isolement volontaire. Donc, je vais y revenir un peu plus tard, là, donc ce à quoi on peut penser ou envisager, mais selon les particularités de chaque entreprise, on va pouvoir déjà annoncer à nos employés ce à quoi on s'attend en cas d'isolement. On peut aussi rappeler les politiques importantes pour ceux qui auront à faire du télétravail. Donc, ça peut être, par exemple, d'assurer la confidentialité, ce à quoi on s'attend justement pour la sécurité des réseaux, la préservation des renseignements personnels, etc. Puis, un dernier élément aussi qu'on peut éventuellement présenter aux employés, c'est quel est notre plan de contingence. Donc, qu'est-ce qu'on fait en cas d'urgence ou s'il manque des effectifs. Donc, de s'assurer que si certaines personnes sont absentes et ne peuvent répondre, même dans un délai du moins très court, donc si du jour au lendemain, certaines personnes ne peuvent plus remplir leurs tâches dans l'entreprise. Donc, vers qui les employés vont se tourner? Qu'est-ce qu'on prend comme mesure? Ça peut être préventive, mais comme mesure d'application d'urgence si quelque chose survient. Donc, on communiquera aux employés ce qu'on a mis en place pour faciliter la poursuite des opérations pendant cette période. Donc, dans certaines politiques, certains employeurs vont aussi aller plus loin, c'est-à-dire établir d'emblée quelles seront les conséquences en cas de non-respect par les employés des directives qui sont émises. Donc, on peut, par exemple, envisager mettre en place certaines mesures disciplinaires ou administratives. Et évidemment, ça doit être communiqué aux employés pour qu'on puisse ultimement passer à l'action. Toute politique qui est adoptée dans le cadre de la COVID-19 ou de la situation actuelle doit répondre aux mêmes conditions qu'une politique habituelle. Et pour qu'elle soit utilisée adéquatement, c'est une chose de la rédiger, mais bien évidemment, il faut s'assurer que chaque employé en a pris connaissance, donc il faut la diffuser. Il faut évidemment qu'elle soit bien rédigée, qu'elle réponde à certains critères, et ultimement, il faut qu'elle soit évidemment appliquée d'abord pour des questions de santé et sécurité, puis ensuite, évidemment, si vous devez agir ou intervenir auprès de certains employés, il faut être en mesure, en fait, de le faire et de suivre la politique de façon uniforme entre les différents employés pour agir adéquatement auprès de nos équipes de travail.
Une deuxième particularité, évidemment, que nous vivons ces temps-ci, c'est qu'on a l'obligation de demander à nos employés, on a l'obligation, mais ils le font aussi parfois de façon volontaire, c'est de s'assurer de l'isolement des employés dans deux circonstances. Donc, quand ils sont effectivement diagnostiqués ou alors lorsqu'on décide de le faire à titre préventif, par exemple, lorsque nos employés présentent certains symptômes associés à la COVID-19, mais qu'ils n'ont pas reçu de diagnostic encore. Donc, évidemment, un employeur devrait exiger un isolement de 14 jours pour toute personne qui revient d'un voyage à l'étranger ou qui présente des risques pour la santé des autres travailleurs. D'abord, pour respecter ses obligations, mais aussi, vous l'avez vu, il y a des obligations donc, qui sont de plus en plus contraignantes. Les gouvernements ont adopté des mesures plus sévères, notamment le gouvernement fédéral, eu égard aux voyageurs en fait, qui reviennent de l'étranger. Donc, l'isolement de 14 jours est pertinent dès que quelqu'un revient de l'étranger ou encore lorsque la personne présente des risques. Dans la mesure où une personne donc s'isole pour un certain temps, évidemment, le meilleur des scénarios avant de réintégrer cette personne-là au travail, c'est d'obtenir un certificat médical qui pourra attester donc, du fait qu'elle n'est plus porteuse donc de la maladie, du virus. Et ça nous permet de s'assurer qu'on a enrayé les risques de réintégrer la personne dans son environnement de travail. Au-delà donc de l'isolement, on indiquait aussi, en fait, vous l'aurez vu, là, il y a l'isolement, on parlait en fait dans ce cadre-là de voyage personnel ou professionnel. Ça peut être traité distinctement, en ce sens qu'évidemment, pour les voyages professionnels, vous avez un meilleur contrôle sur ce qui est fait ou non. Les voyages personnels, ça peut être un peu plus complexe, ça dépendra des circonstances. Mais une chose est sûre, c'est que lorsqu'une personne est en isolement, on va se questionner à savoir qu'est-ce qu'on fait au niveau des conditions de travail de la personne. Donc, est-ce qu'on continue la rémunération pendant ces 14 jours-là ou non? C'est souvent la question qui est je dirais, qui est la plus soulevée, donc de la part des employeurs. Et évidemment, la réponse va dépendre des circonstances. Évidemment, dans un cas où le voyage est de nature professionnelle, qu'il a été autorisé, et je vous dirais évidemment qu'il a eu lieu, en fait, à partir du moment où vous consentez à un type de voyage de cette nature-là, on devrait continuer de rémunérer la personne pendant son isolement, surtout que maintenant, si certains voyages ont lieu, mais en fait, on est au courant des conditions et on le sait que la personne devrait être en isolement. Donc, on doit assumer le fait qu'on ait demandé à quelqu'un de se rendre à l'extérieur. Pour le moment, on parle plus généralement d'extérieur comme étant à l'extérieur du pays, mais évidemment, si on en vient à contraindre, par exemple, la circulation entre les régions, peut-être qu'on pourrait vivre des situations où l'isolement sera nécessaire, même quand il y a eu de la circulation entre certaines régions. Donc, ça pourrait aussi s'appliquer à ce moment-là, dans ce cadre-là. Donc, autre chose aussi, donc ça, c'est pour les voyages professionnels. On a aussi les voyages personnels. Les voyages personnels, c'est un peu différent. Bien évidemment, à l'heure actuelle, il y a de moins en moins de gens qui seront partis avant que les mesures soient mises en place par les autorités ou avant que leur employeur ait interdit ou du moins informé leurs employés des conséquences d'aller à l'extérieur. Mais donc, la question de savoir dans le cadre d'un voyage personnel si la personne sera rémunérée ou non peut dépendre des circonstances. Donc, à quel moment la personne a décidé de partir? Est-ce qu'il y a des diagnostics ou non à la suite d'un dépistage? Puis, est-ce que la personne est aussi en mesure de fournir une prestation de travail en isolement? Pourquoi? Bien évidemment, dans certains cas, on peut demander ou requérir l'isolement d'une personne parce qu'elle présente peut-être certains symptômes ou parce qu'elle revient de l'étranger et qu'elle ne présente pas certains symptômes, on peut dire, bien, je veux quand même que tu sois en isolement pendant 14 jours. Et dans ce cadre-là, évidemment, si la personne est capable de fournir une prestation de travail et de travailler, par exemple, en télétravail, on peut évidemment envisager que la personne pourra être rémunérée. Dans certains autres cas, la rémunération va dépendre, comme je vous mentionnais, des circonstances. Donc, ça peut dépendre des contrats de travail, des conventions collectives aussi, ou si des ententes particulières ont été prises avec les employés ou avec les syndicats, par exemple. Ça peut aussi dépendre éventuellement de peut-être certaines mesures ou directives gouvernementales, ce sera à voir. Mais dans certains cas, quand on demande, par exemple, à des employés de rester à la maison à des fins préventives, je vous donne un exemple,
vous pouvez avoir des employés qui font de la fièvre et qui toussent, par exemple, mais pour des raisons étrangères à la COVID-19 et par mesure de précaution, vous leur demandez de rester à la maison. Et dans un cas comme celui-là, en fait, comme il s'agit d'une décision qui vous revient puis que la personne, par exemple, est testée et est négative, par exemple, on pourrait à ce moment-là envisager qu'il serait normal que l'employé soit rémunéré pendant cette période-là. Ce qui peut être différent, évidemment, si la personne est effectivement diagnostiquée comme étant positive à la COVID-19. Bon, comme je vous le mentionnais, on va traiter les cas, en fait, chaque cas en fonction de ses propres particularités. Mais au-delà de ça, les conditions de travail applicables pendant l'isolement vont varier, je vous disais tout à l'heure, selon le contrat, la convention collective, les directives qui peuvent être émises. Ça variera aussi en fonction des lois applicables. Il y a des entreprises, évidemment, de juridiction fédérale, d'autres provinciales. Mais dans tous les cas, il est opportun, selon moi, que les employeurs regardent quand même les avenues applicables. En ce moment, au-delà des normes, au-delà des règles, évidemment, les gens sont tout de même appelés à faire preuve d'une certaine souplesse dans la gestion des ressources humaines. D'abord parce qu'évidemment, c'est une situation qui est hors de contrôle pour chacun, mais aussi parce que dans une perspective d'accommodement, je vous dirais plus, sans que ce soit nécessairement formel dans chaque cas, mais dans le but de faciliter la transition, mais de faciliter la gestion de la situation pour les employés et pour les entreprises, de faire preuve de flexibilité, d'envisager des façons de procéder qui ne sont peut-être pas habituelles, mais qui pourraient faciliter les choses. C'est quelque chose, du moins, qui est fortement recommandé là, pour soutenir chacun. Donc, on invite en fait les employeurs souvent à regarder les avenues possibles suivant les conditions de travail qui sont normalement applicables aux employés. Donc, ça peut être, par exemple, d'envisager, lorsqu'il y a absence du travail ou lorsqu'il y a isolement, envisager, utiliser les congés payés, donc qui peuvent être parfois ceux privés à la loi sur les normes du travail, par exemple, pour soutenir un proche. Ça peut être, évidemment, de considérer tout ce qui est prestations d'assurance invalidité, donc les assurances collectives. Dans certains cas, on peut mettre les salariés à pied pour un certain cas et il y aura des mesures particulières applicables suivant l'assouplissement ou les nouveaux programmes mis en place par les gouvernements. Donc, dans certains cas aussi, écoutez, on peut envisager le télétravail, on peut envisager d'autres mesures, mais tous ces éléments-là, y compris les mesures gouvernementales, sont des pistes de solutions, des avenues à envisager dans le cadre de vos décisions sur ce que vous ferez en fait, avec la gestion de vos dossiers d'employés s'ils doivent être absents ou en isolement pendant un certain temps. Dans certains cas, évidemment, selon votre façon de procéder dans l'entreprise, selon aussi si vous êtes en milieu syndiqué ou non syndiqué, dans un milieu très réglementé ou non, mais dans certains cas, vous pouvez aussi envisager d'avoir des ententes particulières, que ce soit avec les représentants syndicaux ou avec les employés distinctement en milieu non syndiqué. Donc, ententes particulières qui vont peut-être sortir de votre cadre de gestion habituel, mais qui pourraient vous permettre de vous donner un peu plus de flexibilité, un peu plus d'air dans la gestion de vos ressources humaines et répondre à vos besoins tout en répondant à ceux également de vos employés. Un petit mot sur l'exercice du droit de refus. Donc, une question qui revient fréquemment, est-ce que nos employés peuvent, par crainte d'attraper ou d'être contaminés à la COVID, refuser de venir travailler? Mais écoutez, pour exercer de façon légitime un droit de refus, en vertu de la loi sur la santé et sécurité du travail du Québec notamment, en fait, l'employé doit démontrer qu'il a des motifs raisonnables de croire que l'exécution du travail l'expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou encore son intégrité physique, ou encore que le travail peut avoir pour l'effet d'exposer une autre personne à un semblable danger. Bon, attendez un petit peu avant d'arriver au changement aux opérations. Je vous disais précédemment que l'adoption de la politique avec des directives, notamment sanitaires, sur les mesures qui sont prises dans l'entreprise peut avoir certains avantages. Bien évidemment, plus l'employeur communique avec ses employés les mesures qui sont prises, ce qui est mis en place et qu'il donne des moyens de protection à ses employés ou qu'il prend des décisions pour des ajustements adéquats, et plus les employés risquent d'être à l'aise d'aller au travail et plus sera limité le risque
que des employés exercent leur droit de refus. Et s'ils exercent leur droit de refus, ce sera traité comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il y aura évidemment, en cas de l'employeur et à défaut d'entente, un agent de la santé sécurité au travail pourrait éventuellement se prononcer sur la question, voir s'il y a des mesures particulières à prendre, mais dernièrement, du moins, on nous informait que jusqu'à maintenant, et la situation pourrait évidemment changer, mais qu'il n'y avait pas encore eu de cas acceptés eu égard à un droit de refus exercé parce qu'un employé craignait une contamination à la COVID-19 en entreprise. Donc, évidemment, c'est selon les informations qui nous ont été communiquées, mais ça pourrait évidemment changer. Je vous dirais que dans le cadre d'un exercice du droit de refus, premier élément peut-être à faire, avant même de le traiter dans une voie trop formelle, c'est peut-être d'échanger avec les employés sur leurs craintes pour voir et leur permettre de contribuer peut-être aux réflexions sur ce qui pourrait être fait pour augmenter le niveau de sécurité, augmenter la prévention sur les lieux du travail pour éviter justement la contamination. Donc, changement aux opérations, j'y vais de façon assez sommaire, mais bien évidemment, avec ce qui se passe actuellement, vous pouvez avoir à réorganiser vos activités, donc à faire certains changements. Donc, quand on parle de réorganisation, ça peut être donc évidemment d'avoir des employés en télétravail, ça peut être d'avoir des horaires flexibles, de modifier justement les quarts de travail, d'ajouter des quarts de travail, de diminuer le nombre de personnes dans chacune de vos équipes. Ça peut être d'avoir des horaires rotatifs pour vos employés. Vous pouvez avoir évidemment beaucoup d'absentéisme soudainement, donc ça peut être de penser, rappeler des retraités, donc qui sont peut-être plus jeunes, qui sont moins vulnérables et qui pourraient venir rapidement pallier à vos besoins. Donc, ce sont des changements qui s'opèrent et je vous dirais que de façon générale, il faut opérer ces changements-là de la même façon qu'on les ferait d'habitude, donc avec le même respect des règles applicables. Ceci dit, en général, les employés sont quand même plus flexibles pour accepter des changements dans la situation actuelle. Vous pouvez discuter aussi avec le syndicat et peut-être que dans certains cas, vous serez, et je dis peut-être selon les circonstances qui sont propres à chaque entreprise, mais certaines réorganisations pourront être évidemment justifiées par la situation, même si des changements plus importants peuvent être opérés dans vos entreprises. Donc, je viens de parler de la réorganisation, mais restructuration, diminution ou cessation des activités. Donc, restructuration étant vraiment plus un changement organisationnel plus important. Diminution ou cessation des activités, bien évidemment, plusieurs l'ont vécu par les exigences gouvernementales de restreindre les activités ou les entreprises en exercice. Et si vous devez le faire, donc restructurer, diminuer ou encore cesser vos activités, je vous dirais même ultérieurement, lors de la reprise, si vous devez rappeler au travail des employés, mais on s'attend à ce que vous le fassiez de façon conforme à vos obligations. Donc, si des préavis doivent être donnés, si vous avez des ententes particulières à ce sujet-là, vous avez un ordre de rappel au travail négocié, vous devez continuer d'appliquer en fait le droit qui est applicable généralement à la situation que vous allez vivre. Évidemment, dans certains cas, la force majeure pourrait être invoquée. Donc, sujet sur lequel je ne m'attarderai pas, notamment parce que d'autres formations qui traitent de cette question-là particulièrement sont aussi mises à votre disposition, mais c'est un élément qui peut être invoqué parfois pour justifier que vous ne respectiez peut-être pas de façon complète vos obligations habituelles. Donc, et comme je vous le mentionnais antérieurement, bien à nouveau, vous pouvez considérer convenir d'entente particulière avec les employés ou le syndicat selon les circonstances. Donc, un petit mot sur les mesures d'aide gouvernementale. Évidemment, on ne les verra pas dans le détail pour plusieurs raisons. D'abord, les mesures gouvernementales ne s'appliquent pas à tous et la pertinence de chaque mesure peut varier en fait sensiblement d'une entreprise à l'autre. Mais surtout, c'est que les mesures d'aide gouvernementale changent pratiquement au quotidien. Donc, il y a de plus en plus de mesures adoptées par le gouvernement provincial et fédéral. Mais ce qu'on constate également, c'est que des mesures adoptées antérieurement voient leurs conditions modulées au fur et à mesure. Donc, l'idéal, ce sera évidemment que vous preniez le temps d'aller vérifier sur les sites gouvernementaux quelles mesures peuvent s'appliquer à vos entreprises ou encore à vos employés lorsque vous avez à prendre des décisions d'affaires pour la suite des choses. En résumé, les mesures d'aide gouvernementale, donc, on en a un certain volet qui est adapté aux particuliers, puis un certain volet qui est adapté aux entreprises. Donc, vous avez différents types de mesures.
Si j'y vais, je vais y aller par palier gouvernemental, mais pour vous donner des exemples, au gouvernement fédéral, on a parlé de subventions salariales d'urgence, donc pour quand même accorder aux employeurs admissibles une subvention salariale qui pouvait aller jusqu'à 75 du salaire. On a évidemment assoupli les modalités de l'assurance-emploi, que ce soit au niveau du délai de carence ou de l'éligibilité à l'assurance-emploi. On a assoupli les règles du programme de travail partagé qui était déjà existant. On a mis sur pied la prestation canadienne d'urgence pour pallier le manque de revenus. On a en fait allégé certaines obligations fiscales aussi pour les entreprises. On a adopté même tout dernièrement un assouplissement en fait au niveau des critères d'admissibilité du compte d'urgence pour les entreprises. Donc, un programme donc de prêts sans intérêt auquel certaines entreprises sont éligibles. Donc, ça a été lancé au cours des dernières semaines. Donc, c'est une autre mesure qui a été prise par le gouvernement fédéral. Maintenant, au provincial, on peut penser au programme d'aide temporaire aux travailleurs, une espèce d'aide financière qui vient compenser pour offrir un soutien aux personnes qui n'ont pas d'alternative. Donc, on a aussi d'autres aides financières, des montants forfaitaires versés aux travailleurs, aides d'urgence aux petites et moyennes entreprises, donc notamment pour les entreprises qui ont besoin de liquidité. On a l'allègement fiscal aussi à certains égards et le programme d'action concertée aussi pour le maintien en emploi qui a été mis sur pied, qui permet aux entreprises de bénéficier de formations et de voir leurs coûts défrayés par des subventions gouvernementales. Donc, un programme qui est mis sur place pour quelques mois, donc jusqu'à la fin du mois de septembre ou jusqu'à épuisement des fonds qui ont été mis en place pour le soutien des entreprises. Donc, en conclusion, deux éléments. Donc, je vous dirais qu'avec ce qu'on vit actuellement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que d'abord et avant tout, ça vous prend de l'information qui est juste. Donc, l'information juste et mise à jour, ce qui implique qu'il faut être extrêmement vigilant et prudent. Donc, ce qui circule dans les médias et même traditionnels peut parfois être incomplet, parfois être erroné en ce sens que le gouvernement peut parfois mettre sur la table ou avancer certains projets, mais lorsque vient le temps de l'adopter formellement sous forme de décret, changer donc certaines règles ou assouplir ou modifier certaines modalités. Évidemment, au-delà de ça, il y a certains éléments qui sont mis à jour régulièrement quand on pense notamment à la liste des entreprises considérées comme étant de services prioritaires. Donc, première des choses, c'est d'obtenir de l'information juste et à jour. Évidemment, de se servir de ces informations-là pour prendre des décisions, évidemment, appuyées. Il faut anticiper ce qui peut s'en venir pour essayer de voir quelles solutions envisager. Donc, on est dans une situation où là, graduellement, les activités se sont un peu plus éteintes, mais évidemment, il y aura une reprise, donc il faut y penser pour planifier adéquatement. Donc, ça requiert évidemment de faire preuve de flexibilité, de créativité, de penser les choses autrement, de se serrer les coudes, évidemment, mais tout ça pour, évidemment, qu'on maintienne la santé et la sécurité de nos équipes, mais aussi qu'on puisse reprendre le cours normal de nos affaires dans les meilleurs délais. Donc, évidemment, ça nous prend aussi résilience dans les circonstances. On voit que les gens acceptent ou se parlent de façon à mettre en place des mesures qui sont peut-être plus atypiques, mais c'est certainement ces éléments-là qui vont nous permettre de mieux progresser, qui vont permettre aussi aux entreprises de mieux, ultimement, s'en tirer. Donc, évidemment, j'espère l'ensemble de ces informations utiles. Vous pourrez, si vous le souhaitez, évidemment, d'abord lire plus amplement sur le sujet. Vous pouvez nous contacter, évidemment, si vous avez des questions en lien avec la présentation. Vous pouvez aussi, et on vous les proposera certainement naturellement, mais prendre connaissance donc, des autres webinaires présentés par les membres de mon équipe avec la collaboration du Cégep de Trois-Rivières. Donc, sujet notamment portant sur la force majeure et sur l'impact sur les ententes commerciales de la force majeure. Un second webinaire qui porte un peu plus sur l'immigration, les travailleurs étrangers, donc ce qui est plus applicable ou les circonstances particulières que nous pouvons retrouver en ce moment. Puis autrement, je vous mentionne que sur le site de l'Avri Avocat, donc sur notre site, nous avons une page aussi dédiée à la COVID-19, donc une page qui regroupe des bulletins d'information juridique ou les présentations qui ont pu être faites ça et là par notre équipe de professionnels sur le sujet dans le but de soutenir les entreprises qui pourraient avoir des besoins, évidemment, durant cette période de crise. Je vous remercie.
Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.